Bonjour, nous allons passer à l'étude d'une couche supérieure modèle TCP/IP qui est la couche transport. On va essayer de voir quels sont les services et les protocoles qui sont mis en place quand on arrive au niveau de cette partie. Par rapport à ce qu'on avait fait avant, donc on avait parlé en détail de la couche Internet. On a dit que en matière de protocole, donc, nous avons le protocole IP, ARP et CMP dont chacun a un rôle déterminé. Que le paquet au niveau de la couche Internet, on l'avait appelé datagramme IP. Ça, c'est ce qui concerne les protocoles qui interviennent là-dedans. Et de l'autre côté, nous avons étudié tout ce qui est adressage, sous-adressage et le principe de routage statique, dynamique, etc. Voilà, donc on avait clôturé la partie couche Internet. Nous allons donc passer directement à la couche transport. Au niveau de la couche transport, nous allons parler de la même façon que la couche inférieure, Internet. Nous allons parler des protocoles qui interviennent au niveau de cette couche et des services. Donc, par rapport au protocole, on va voir qu'il y a deux protocoles, à savoir le protocole TCP qui fonctionne en mode connecté, rappelez-vous, mode connecté qu'on avait donc fait dans la première partie, je vous ai fait déjà un rappel sur ça, et le protocole UDP qui fonctionne en mode non connecté. Ça veut dire qu'en matière de protocole, c'est soit on retrouve le protocole TCP pour transfert control protocol ou le protocole UDP pour user datagram protocol. En matière de service ou de concept, nous parlons généralement, quand on a à étudier la couche transport, on parle de ce qu'on appelle la notion de port, de numéro de port, etc. Mais avant, il faut définir déjà globalement quel est le rôle de la couche transport. Donc, contrairement aux deux couches inférieures, qui sont la couche accès réseau et la couche Internet, qui s'occupent de l'envoi de messages de machine à machine. Par exemple, sur le schéma là, vous avez donc deux machines hôtes, deux PC ou deux smartphones ou deux tablettes, terminaux, qui sont interconnectés à travers deux routeurs. La couche accès réseau, qui est représentée par la couleur rouge, donc elle s'occupe de l'envoi de signal d'une interface à une autre, c'est-à-dire d'une carte réseau à une autre, envoi de signaux, débit, vitesse de transmission, détection des erreurs de transmission et ainsi de suite. En jaune, vous avez la couche Internet à travers le réseau IP, donc, qui s'occupe de router et d'adresser les machines de l'adresse source à une adresse de destination. Donc c'est toujours entre la machine et le routeur et le routeur, et puis le dernier routeur vers la destination. La couche transport, pour elle, tout ça, c'est pas important. Donc, au niveau de la couche transport, dans sa tête, c'est comme si que vous avez deux machines qui sont directement connectées. Sur le schéma, il se peut que la première machine, par exemple, est en Algérie, la deuxième, elle est en Australie. Donc, ça traverse plusieurs routeurs pour faire communiquer les deux machines. Pour la couche transport, cela n'est pas sans problème. C'est comme si que vous avez la machine en Algérie qui est directement connectée avec la machine en Australie. Elle s'occupe d'un autre type de problème, comme on va le voir par la suite. À vrai dire, quand vous avez deux machines qui rentrent en communication, ce n'est pas vraiment les machines physiques qui communiquent. C'est plutôt un ensemble d'applications qui sont installées de chaque côté, sur chaque machine de chaque côté, qui sont en communication. Vous imaginez, si vous avez donc d'un côté une machine qui lance en même temps Messenger, Viber et Skype, de l'autre côté, vous avez un smartphone qui lance à peu près la même chose, donc Viber, Messenger et Skype. À vrai dire, ce sont ces applications-là qui communiquent, ce n'est pas les machines physiques qui rentrent en communication directe. Donc là, le rôle de la couche Internet s'arrête quand la machine source trouve la destination, c'est-à-dire qu'en matière d'adressage. La couche Internet, à travers sa fonctionnalité de routage, donc elle s'intéresse beaucoup plus à comment trouver la machine de destination. Ces deux machines-là du schéma, comme c'est indiqué, c'est plutôt des applications qui communiquent. Ce n'est pas les machines physiques directement qui rentrent en communication. C'est pour cela que vous avez, donc, comme je vous ai déjà expliqué, vous avez un ensemble de machines des deux côtés qui sont en communication. Et puis le nom de ces applications varie d'une machine à une autre, d'un système d'exploitation à un autre. Donc vous avez d'un côté sur machine, le nom de l'application varie, chacun il l'appelle différemment. Donc là, Viber PC, pardon, là c'est Viber application, donc ça diffère un peu. Le problème il consiste à identifier ces applications, c'est-à-dire donner des adresses à ces applications. Donc en plus d'adresser les machines, on est obligé d'adresser les applications pour remettre les messages non seulement à la machine concernée, mais aussi à l'application de destination. Là, par exemple, pour comprendre
pourquoi il est nécessaire de donner une adresse pour chaque application. Quand vous envoyez un message vers une machine et vous mettez uniquement l'adresse IP, le paquet, quand il arrive, il va se poser la question vers quelle application je vais me diriger. D'accord, j'ai trouvé la machine, mais quand j'ai trouvé la machine, j'ai trouvé plusieurs applications qui tournent en même temps. Donc, en arrivant à la machine, je ne sais plus vers quelle application je vais donc me destiner. C'est à peu près comme si que vous envoyez une lettre à un bâtiment et que vous ne précisez pas le numéro de la porte. Donc, la lettre, le facteur, il arrive à trouver le bâtiment vers lequel la lettre est envoyée, mais s'il n'y avait pas le numéro de la porte, il ne pourra pas la donner à la personne concernée. C'est à peu près la même chose quand vous mettez, par exemple, l'adresse d'un bâtiment, on rajoute le numéro de porte pour indiquer quelle porte ou quelle personne vers laquelle cette lettre est destinée. De la même façon, on rajoute en plus de l'adresse IP un numéro qu'on appelle un numéro de port. Donc un port, c'est un identifiant ou une adresse qui appartient à une application. Donc en plus de localiser la machine par son adresse IP, on souhaite localiser l'application dans la machine à travers le numéro de port. Donc ce numéro de port, donc, il est enregistré sur 2 octets, c'est-à-dire 16 bits. Donc nous pouvons avoir 65 535 ports possibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir 65 535 applications numérotées à travers ce numéro de port. À savoir que cette numérotation respecte une certaine norme. De la plage 1 à 1024, ce sont des ports réservés. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire un port réservé. Et au-delà de 1024, c'est-à-dire de 1025 jusqu'à 65 535, ce sont des ports qui sont libres. Voilà. Donc on verra par la suite donc, la signification de port réservé, de port libre. Donc à travers cet exemple, imaginez que vous avez ici le serveur Google. À travers cet exemple, vous allez comprendre l'intérêt et l'importance d'un numéro de port. Vous avez votre serveur Google, vous avez un utilisateur qui souhaite se connecter à Google comme moteur de recherche. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, je vais faire une recherche sur Google, il va rechercher quelque chose sur Internet, donc le port destination c'est le port 80, parce que le port 80 c'est un port réservé, rappelez-vous il est inférieur à 1024, il est réservé à un serveur web. Quand on s'adresse au port 80 d'une machine, ça veut dire qu'on s'adresse à un serveur web. Le site d'université, le site Facebook, le site Google, etc. Le port source, il va mettre un port aléatoire qui dépasse 1024, c'est-à-dire qu'un port libre. Pourquoi il va mettre un port source? Ça va permettre à Google de lui répondre sur ce port. Donc quand l'utilisateur souhaite se connecter à Google, donc il va mettre le port destination 80, le port source 2098. Le message, il atteint Google. Google, quand il va vous répondre, donc la réponse de Google, le port source, c'est 80. Donc on inverse là, le port source, c'est Google qui vous parle. C'est-à-dire la source, c'est le port 80. La destination, c'est le port 2098. Ça, c'est concernant la réponse. Donc en plus que la machine de cet utilisateur trouve l'adresse IP de Google qui est le rôle de la couche Internet, il doit spécifier quelle application, avec quelle application il veut communiquer. Il veut consulter, donc faire une recherche sur Google, donc il va s'adresser au port 80 et mettre un port source aléatoire au-dessus de 1024 pour recevoir les réponses. Il va se dire, cet utilisateur, après avoir fini sa recherche, etc., il va dire la prochaine fois, je vais envoyer un email. Donc, envoyer un email, il s'adresse à un autre serveur, un autre service sur ce serveur qui est Gmail. Avec Google, on peut faire des recherches, c'est le port 80. Quand on souhaite envoyer des emails, c'est le Gmail, c'est le port 25. Donc, cet utilisateur, il va dire, la prochaine fois, je vais envoyer un email, donc je contacterai le port 25. Donc,
Le port 25, c'est le port qui est réservé pour tout ce qui est messagerie. Voilà donc l'intérêt des ports sources et des ports destination. Donc les ports destination, à partir d'un utilisateur, on s'adresse à des ports réservés inférieurs à 1024 pour récupérer des services. Et chaque service est identifié par un numéro. Le port source, généralement, c'est un port qui est libre au-dessus de 1024 qu'on utilise pour recevoir les réponses. Bien sûr, la réponse d'un serveur va inverser le port source et le port destination. Un autre exemple, pour que ça soit plus clair, l'utilisateur, cet utilisateur-là, quand il souhaite se connecter à ce serveur. Alors, ce serveur-là, il offre 4 types de services. Un service de transfert de fichiers qu'on appelle FTP, un service d'administration à distance qu'on appelle SSH, un serveur d'envoi de mail et de messagerie qu'on appelle SNTP, et un service web qu'on appelle HTTP. On ne s'intéresse pas pour l'instant au nom des services parce qu'on va les voir par la suite. Enfin, le nom des protocoles, parce que les protocoles FTP, SSH, SMTP, HTTP, ce sont des protocoles qui appartiennent à la couche application qu'on va voir et développer par la suite. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que dans cet exemple, vous avez un serveur qui peut offrir plusieurs types de services. Donc physiquement, c'est une seule machine, mais à vrai dire, ce sont 4 serveurs. Un pour transfert de fichiers, un autre pour administration à distance, un pour l'envoi de mail et un autre pour consulter des pages web. Donc l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, pour transférer des fichiers, c'est-à-dire quand je veux transférer des fichiers, j'utilise FTP, c'est-à-dire le premier serveur, donc le port 21. Pour me connecter à distance, j'utilise SSH sur le port 22. Pour envoyer des emails, j'utilise SMTP sur le port 25, messagerie. Pour consulter le web, on va voir un site internet sur ce serveur-là, j'utilise le HTTP, donc le port 80. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas trop au nom de ces applications, mais beaucoup plus à ces numéros-là, pour dire que chaque numéro représente un service différent. Donc ce sont tous des numéros de port inférieurs à 1024, ce qui veut dire que ce sont des ports réservés, qu'on ne peut pas utiliser manuellement. Donc ce sont des ports qui sont connus comme étant appartenant à des services particuliers. Le protocole 21, c'est toujours un protocole de transfert de fichiers. Protocole 22, c'est toujours un protocole d'administration à distance. Protocole 25, c'est toujours pour l'envoi des emails. Et le protocole 80, pardon, c'est pour donc, la consultation de tout ce qui est site internet et ainsi de suite. Donc, de manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne à travers une machine. Vous remarquez ici que l'utilisateur qui ne s'intéresse pas au chemin ou à l'adressage IP, etc., ça, c'est fourni par la couche internet. La couche transport, donc, c'est autre chose. C'est que j'ai trouvé la machine. Là, je m'intéresse à ce que je veux comme application. Et ces applications-là, justement, sont numérotées par des numéros qu'on avait appelés les numéros de port. Voilà, donc, c'est un petit passage. Nous allons donc passer par la suite à l'étude des protocoles de la couche transport qu'on essaiera donc de détailler dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je vous remercie. J'attends vos questions. Merci.